Dimanche 21 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir notre chaîne pour vous informer. L'émission Démocratie est la une des actualités de ce dimanche. Le président de la République s'est entretenu ce jour avec les enfants issus de diverses régions de Madagascar dans le cadre de l'émission Démocratie. 4 thématiques qui ont été abordées: la protection des enfants et de leurs droits, l'éducation, la santé et l'environnement. Reportage. Une discussion parents-enfants, c'est ce qu'on a pu voir dans la 3e édition de l'émission présidentielle Démocratie 2021. Le président de la République, Andradzuil, a pu répondre aux questions de ses enfants issus des 4 coins de l'île. Questions qui étaient principalement axées sur l'avenir du pays. Ce dernier a également pu les conseiller en tant que parent de tous les enfants malagasy. Quant aux enfants, cette rencontre a été pour eux une occasion d'exposer leurs avis sur la situation nationale, mais également de montrer leur contribution au développement du pays, démontrant que les enfants contribuent effectivement à ce développement. Ces enfants ont interrogé le président de la République sur les domaines qui touchent directement les enfants malagasy, l'éducation, les droits des enfants, l'environnement et le secteur sanitaire. Ils ont pu exposer des cas de leur quotidien. C'était une discussion parents-enfants durant laquelle le président de la République a pu leur transmettre un message, notamment l'itinéraire pour arriver à la réussite. Les 3 valeurs de la vie sont la foi, l'espoir et l'amour. Le président de la République les a conseillés de toujours entreprendre ce qu'ils souhaitent faire dans la vie et de travailler dans cet objectif. Ce dernier a également pu voir la situation nationale à travers les yeux de ses enfants qui ont partagé leur vision ce jour durant cette émission Démocratie en collaboration avec l'UNICEF pour marquer la journée internationale des enfants, les enfants qui sont l'avenir du pays. Ianao aneka manandanja Kazavela isandrava ao anatinao ao Mananjo ianao de tiavo sy ankafy Mananjo ianao de tanterao tehizy. Le taux des femmes malagasy qui ont recours au planning familial est de 40%. L'objectif est d'atteindre les 60% dans les 2 ans à venir. Selon le groupement de société civile Comares et l'État britannique, les hommes constituent souvent un obstacle pour leurs femmes. Pourtant, à Madagascar, nous disposons de plusieurs méthodes de contraception et le fait que le président de la République soit un champion du planning familial est également une opportunité pour Madagascar. Fin Jassena Mireille. L'enthousiasme des femmes à utiliser le planning familial varie de région en région à Madagascar. Dans les zones urbaines, le taux des femmes qui ont recours au planning familial atteint les 60%. Si dans les zones rurales, cela reste encore très faible, particulièrement dans la partie sud de l'île, alors que nous disposons de plusieurs méthodes de contraception, si l'on ne cite que les injections. L'opposition des hommes à la contraception est souvent un obstacle pour les femmes, d'après le président national du Comares. Pour autant, la croissance du PIB ne coïncide pas avec le taux de croissance de la population à Madagascar. Il est donc primordial de renforcer la politique de contraception. L'objectif est d'atteindre les 60% dans 2 ans. Le Comares et l'État britannique vont œuvrer ensemble pour atteindre cet objectif. Un groupe d'individus s'oppose à la construction de l'EPP Manarapinch de Nosibé. La construction était prévue se faire sur un terrain appartenant à la Sirama, mais certains disent actuellement qu'ils ont mis en valeur le dit terrain. Selon les sources de nos journalistes, l'ancien Premier ministre Mahafal Soulnanjasana Olivier serait à l'origine de cette opposition. Ça, Sylvain et Sechenjianab. La construction de l'EPP Manarapinch de Nosibé était censée débuter au mois de novembre 2020. Mais un groupe d'individus s'oppose à la réalisation de ce projet présidentiel en se déclarant occupant des lieux alors que le dit terrain appartient à la Sirama. Selon toujours nos sources, ce terrain a toujours été inoccupé.
Mais soudainement, au début de la construction de l'EPP Manara Pinch, ce groupe d'individus déclare en être les occupants. La réalisation de ce projet est primordiale, affirme la députée de Nousbé. Le PP de Noussibé accueille actuellement 100 élèves pour une seule classe, d'où l'urgence de la réalisation de ce projet présidentiel, d'autant plus qu'il s'agit de l'éducation des enfants de Nousbé. Le PP Manara Pinch était prévu accueillir pour cette année sa toute première rentrée scolaire. Suite à des enquêtes approfondies, corroborées par diverses sources, les responsables au sein de l'HVM se sont accaparés des propriétés de la Sirama. L'ancien Premier ministre Mahafal Soulanjasana Olivier a effectivement fait main basse sur cette propriété et ce serait lui qui est derrière ce groupe qui s'oppose à cette construction. Le jubilé des 50 années d'exercice du pasteur Radiana Twanj à la tête de la FPVM Madagascar a été clôturé ce jour au Coliseum Matsunzumbe. L'événement a été une occasion pour ce dernier de lancer un message pour la nation tout entière. Ça, Sylvain et Sechangiana nous en plus dans ce reportage. Cela fait 50 ans maintenant que le pasteur Radiana Twanj Jean-Joseph exerce en tant que pasteur, mais également en tant que leader de la FPVM à Madagascar. Une période durant laquelle il a été confronté à d'innombrables obstacles, mais qu'il a pu surmonter afin d'en témoigner pour la plus grande gloire du Seigneur selon ses propos ce jour. Ce dernier a également partagé un message pour le peuple malagasy et pour les dirigeants du pays. Pour marquer ce jubilé, les croyants de la FPVM ont offert au pasteur une maison en Mbadobé. Le président de la République, pour sa part, a pris en charge la réhabilitation de la route menant vers le centre de traitement sanitaire et de formation pastorale de la FPVM à Mbatomravavi. Le pasteur Radiana Twanj a également été élevé au rang d'officier de l'ordre exceptionnel. Nombreux sont les jeunes du district Ambujanchim qui sont de plus en plus attirés par l'héroïne. Pour lutter contre cette addiction, les associations se mobilisent en proposant des activités sportives et éducatives, activités qui, selon ces dernières, sont les moyens pour lutter contre ces fléaux. Toujours un reportage de ça, Sylvain et Sechangiana. Les jeunes d'aujourd'hui commencent à consommer et même à s'injecter de l'héroïne, cette drogue qui se propage actuellement dans le district Ambujanchim d'après nos investigations. L'héroïne est pourtant une drogue extrêmement nocive et qui peut même coûter la vie à ceux qui en consomment. Tout comme les forces de l'ordre, la société a un rôle à jouer dans la lutte contre la propagation de ces drogues. Cette association lutte justement pour, au sein de la commune d'Ivatu. Il ne s'agit pas seulement de soutenir ces jeunes, mais surtout de les éduquer, selon les explications des responsables de cette association regroupant les natifs de Touliar. À présent, concernant les actualités internationales, les violences ne sont pas une fatalité. Les défenseurs des droits de femmes étaient mobilisés samedi dans les rues de Paris et de nombreuses villes de France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles et exiger des politiques publiques à la hauteur contre ce fléau. Au cœur du cortège, Marie-Lie, porte-parole du collectif Nous Toutes, à l'origine de l'appel à manifester, a répondu aux questions de Juliette Montilly. France 24. Oui, bonjour, on se trouve avec Marie-Lie, vous l'avez dit, porte-parole du collectif Nous Toutes. Est-ce que le gouvernement fait assez pour les femmes? Vous, en tant que collectif, quelles mesures vous demandez concrètement? Non, concrètement, le gouvernement ne fait pas du tout assez contre les violences faites aux femmes. À l'heure actuelle, on a un gouvernement qui met principalement en place des stratégies de communication et pas de réelles politiques publiques. En fait, ce qui se passe, c'est que les lois sont votées, mais sans réels moyens derrière. Il n'y a pas de moyens matériels, ni financiers, ni humains. Et c'est un réel problème, du coup, pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles en France. D'accord. Et les violences sexistes et sexuelles, est-ce que c'est un sujet qui était assez abordé pendant cette campagne présidentielle qui vient de se lancer aujourd'hui? Alors les violences sexistes et sexuelles étaient censées, on l'entend là, c'était censé être la grande cause du quinquennat, blablabla, c'est bien ce qu'on dit ce soir. Donc en fait nous, si on marche aujourd'hui, si on manifeste aujourd'hui, on est des milliers ici, des dizaines de milliers partout en France, c'est pour justement créer un rapport de force en vue des présidentielles et dire aux candidats à la présidentielle qu'ils doivent enfin mettre les violences sexuelles au cœur des débats et qu'ils prennent des engagements forts et réels. Les femmes, cette année, depuis quelques mois, elles ont été doublement victimes de la pandémie avec la crise du Covid, mais aussi à la maison avec une augmentation des violences domestiques. Qu'est-ce que ça met en lumière ?
qu'est-ce que ça met en lumière? Ça met bien en lumière qu'il y a le fait que les victimes ne sont pas prises en charge, le fait que les victimes sont oubliées. En fait, voilà, on l'entend, justice nulle part, MeToo partout, les mobilisations continuent, les hashtags fleurissent sur les réseaux sociaux partout. Pendant le confinement, les violences sont éclatées et on est face à un gouvernement qui ne prend pas en compte, qui ne met pas de mesures réelles ou des mesures qui ne servent à rien, qui ne protègent pas les victimes, qui ne les accompagnent pas, qui ne forment pas. Concrètement, c'est dérisoire par rapport. Il y a un réel décalage en fait entre la réalité des violences et les politiques publiques mises en place. Merci beaucoup. Vous l'entendez, des demandes fortes, des engagements, on demande des moyens pour les femmes. Il y a 2 ans, cette manifestation avait attiré 100 000 personnes. Cette année encore, les collectifs espèrent qu'il y aura une vague violette. Vous l'entendez, l'ambiance est assez joyeuse. Voilà, le mouvement va se poursuivre encore pendant quelques jours avec des manifestations partout en France, voilà, pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Merci beaucoup Juliette Montilly d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Aux États-Unis, à la suite de l'acquittement vendredi du jeune américain Kyle Rittenhouse qui a tué 2 militants antiracistes en 2020 à Kenosha, les réactions se multiplient et révèlent les fractures du pays sur les armes à feu et le mouvement Black Lives Matter. Toujours un reportage de France 24. Non coupable. À l'énoncé du verdict, le jeune homme de 18 ans sanglote et s'effondre. Son avocat le prend dans ses bras, lui dit de respirer. Kyle Rittenhouse encourait la prison à vie. Imaginez son soulagement, le voilà totalement acquitté. Visage symbole d'une justice américaine parfois déroutante. 23 août 2020, émeute dans la ville de Kenosha. Kyle Rittenhouse, ici, en t-shirt kaki et casquette, est poursuivi par des manifestants antiracistes. Il appartient à une milice d'extrême droite. Équipé d'un fusil semi-automatique, il trébuche et tire. Il tue 2 hommes. Les jurés ont donc estimé qu'il était en état de légitime défense. L'argument laisse la compagne de l'une des victimes en larmes. Je ne suis pas surprise par ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je suis dévastée. Devant le palais de justice, en revanche, les milieux conservateurs et de soutien au port d'armes se félicitent, tout comme l'ex-président américain Donald Trump. Pendant ce temps, à New York, manifestation contre cette décision et dégoût non dissimulé de la vice-présidente des États-Unis. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer de rendre le système judiciaire plus équitable et clairement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Joe Biden se dit lui aussi en colère, mais le président américain appelle au calme. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, écarté lors d'un coup d'État militaire le 25 octobre, a été rétabli dans ses fonctions au terme d'un accord signé formellement dimanche avec le général Abdel Fattah al-Burhan à Khartoum. France 24. Un mois après le coup d'État militaire, c'est désormais officiel, information de la télévision d'État soudanaise. Il revient donc à son poste après un accord conclu avec le général al-Burhan. Selon cet accord, tous les prisonniers politiques doivent être également libérés. Le Premier ministre donc avait été écarté par ce coup d'État. Son assignation à résidence est bien sûr levée. Des centaines de manifestants anti-putsch, eux, sont descendus dans la rue aujourd'hui, malgré l'annonce de cet accord et la répression brutale de l'armée. Les forces de l'ordre ont de nouveau tiré des grenades lacrymogènes sur ces manifestants hostiles au coup d'État. Au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières semaines. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec la finale de Viva Warrior. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles actualités.